Un petit point d'introduction pour vous rappeler l'intérêt de cette démarche. Que l'objectif principal, c'était de sécuriser le circuit du médicament au bloc opératoire, d'apprécier le niveau de connaissance des référentiels de la Haute Autorité de Santé et surtout des préconisations de la SFAR, en particulier celle de 2016. Voilà, est-ce que derrière tout cet audit croisé, dans la démarche, c'était aussi surtout ce qu'on cherchait, c'est le dialogue interprofessionnel au-delà de l'outil d'audit et dans un objectif de préparer la certification pour ceux qui ne l'ont pas passé, voire de favoriser le programme d'accréditation en anesthésie-réanimation. Aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est la restitution des résultats de cet audit croisé. Et puis, on essaiera de définir ensemble des priorités régionales et interrégionales. Donc, le webinaire, il va être animé par 3 personnes, mes collègues Mélanie Chacou au Medi de Bretagne et Céline Bouglet au Medi de Normandie, et moi-même, Gilles Piriou de l'Omédie de Bretagne. Je serai qu'en introduction et en conclusion, le travail étant essentiellement réalisé par mes 2 collègues. Voilà, donc un petit sommaire. Donc, on va vous parler d'ajustement de la méthode, restitution des résultats, plan d'action régional, et puis un petit temps de questions-réponses. Le planning, vous le connaissez, hein, on a commencé en juin dernier avec un appel à volontaires. On a essayé de mettre en place des binômes d'auditeurs et une présentation de la démarche de l'audit croisé lors d'une formation à l'audit. Voilà. Et ensuite, il y a eu la réalisation d'audit entre septembre et décembre dernier. Et on est en avril 2023. On vous propose une restitution des travaux. On vous propose pour potentiellement en 2024, on verra en fonction de vos retours, d'actualiser d'abord la grille d'audit parce qu'il y a quelques difficultés, quelques critères qui seraient à réajuster. Voilà, donc on va revoir la grille et on vous proposera certainement une deuxième expérience d'audit croisé si vous y êtes favorable. Dans la restitution des résultats, il y a ce qui était avant et il y a ce qui est maintenant. Ce qui était avant, c'est lors de votre audit, vous aviez un rapport qui était édité avec des données sous forme de radar qui vous étaient proposées à partir de la grille, et puis un plan d'action d'amélioration avec un tableau de bord qui vous était proposé pour cibler et identifier les actions à mettre en place. Ce que l'on fait aujourd'hui, enfin ce que l'on va faire en 2023, ce qui est à venir, c'est l'édition de profils comparatifs, c'est-à-dire qu'on va reprendre vos données et on va les comparer aux données de l'interrégion. On va vous restituer les résultats aujourd'hui, définir des axes prioritaires régionaux et interrégionaux pour voir s'il y a des outils d'appui que l'on peut produire. Et enfin, voir dans quelle mesure on peut identifier des actions remarquables grâce à votre expérience qui seraient à valoriser dans le cadre de webinaires. Voilà, le traitement des données, la méthode était la suivante. Donc, on a collecté les données que vous nous avez restituées. On les a compilées à l'échelon Bretagne et Normandie dans un fichier commun et on a calculé le nombre de réponses en oui, ce qui nous permettait de définir 4 niveaux finalement de satisfaction au référentiel, avec un niveau non acquis quand on avait moins de 25% de oui, et puis vous voyez de manière progressive en cours d'acquisition jusqu'à 50% de oui, presque, et au-delà presque acquis et acquis. Voilà. Enfin, l'idée c'était aussi de faire un recensement des difficultés rencontrées à partir de vos données commentaires libres que vous avez renseignées. Alors, sur la stratégie que l'on vous propose, c'est un grand terme, mais on voit que dans les critères non acquis, il y avait des difficultés de mise en œuvre qui étaient liées au référentiel. Après, on n'a pas voulu déroger au référentiel. Pour autant, c'est une expérience de terrain importante, intéressante. Donc, ce qu'on vous propose dans la méthode, c'est qu'il y ait des critères que l'on puisse remonter auprès de l'ASFAR et de la SFPC, voire de la Haute Autorité de Santé, quand on rencontre des difficultés de mise en œuvre. Et puis, ce qui paraissait accessible peut faire l'objet d'un plan d'action avec des programmes d'amélioration qui peuvent être ou locaux, ou régionaux ou interrégionaux. Voilà, je laisse la parole à Mélanie maintenant qui va vous présenter la restitution des résultats de l'audit croisé. OK, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Sans plus attendre, on va commencer. Donc comme vous le voyez, en 2023, pour cette première campagne interrégionale, on a une forte participation des établissements bretons et normands. 14 établissements de santé en Bretagne et 16 établissements de santé en Normandie ont participé à l'ensemble du processus d'audit croisé. On a aussi une bonne représentativité, donc des typologies d'établissements aussi bien publics, privés que ESPIC, une diversité d'activités chirurgicales et une disponibilité des acteurs, aussi bien audités, auditeurs que patients qui se sont prêtés au jeu.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats donc de manière agrégée, puisqu'il n'y a pas de différence notable entre les 2 régions, Bretagne et Normandie. De reprendre par, onglet, donc grille auto-évaluation, évaluation croisée et entretien patient, les résultats, non pas critère par critère, mais thématique par thématique. Donc là, rapidement, le plan avec, le plan en fait qui a été traité, dans la grille. Donc s'agissant de l'organisation, la grille diapositive, merci. S'agissant de la grille d'auto-évaluation, en fait, il s'agissait d'évaluer un peu la politique de sécurisation du médicament au bloc opératoire. Donc là, en fait, il y a pas de question, il n'y a pas d'enjeu qui n'a pas été acquis. On voit qu'il y a une source actualisée d'informations sur les médicaments, il y a des sources d'informations sur le circuit du médicament et son organisation au sein de l'établissement et des services qui est mise à disposition des professionnels. Et il y a une organisation qui est définie, non pas spécifique au bloc opératoire, mais pour l'ensemble de la prise en charge médicamenteuse, qui permet de recenser les erreurs médicamenteuses ou les presque-erreurs et de les déclarer. Pour l'item suivant sur la gestion des risques, là, il était question d'évaluer en fait le niveau d'acquisition des référentiels, notamment en lien avec la checklist et l'identification du patient. Donc la checklist est déployée de manière efficace, elle est adaptée à tous les plateaux techniques. Des dispositions ont été prises également pour assurer l'identification du patient. Juste une petite remarque, depuis janvier 2021, dans les commentaires, on s'est aperçu que l'utilisation de l'identité nationale de santé n'était pas forcément utilisée. Or, elle est utilisée aujourd'hui pour référencer les données de santé et elle est obligatoire. Pour l'item suivant, donc sur la gestion des risques, il faut savoir que les experts visiteurs aujourd'hui insistent particulièrement sur l'élaboration d'une liste de médicaments à risque qui soit adaptée et déclinée, donc par service ou par secteur d'activité, et qu'ils vérifient en fait l'existence de cette liste, mais également la possibilité de repérer facilement les médicaments à risque au niveau des zones de stockage. Or, il s'avère que si la liste de médicaments à risque existe dans les unités de soins, elle n'est pas forcément déclinée au bloc opératoire. Il y a une difficulté à identifier les médicaments à risque. Ça fait partie pourtant donc des critères impératifs, le 2306 en lien direct avec la liste et l'idée, ça va être de l'identifier, de la mettre en œuvre. Donc il y aura un travail au niveau régional et au niveau individuel. Juste un petit point dans la diapositive précédente, excuse-moi. Relative à la gestion des événements indésirables associés aux soins. Le critère 11 et le critère 12 étaient libellés pareil, mais il y a une légère subtilité qui était apportée en commentaire. Dans le critère 11, il s'agit de voir si les équipes analysent régulièrement leurs pratiques avec une méthode d'analyse systémique des causes et que des actions sont mises en place. Et ensuite, dans le critère 12, il s'agissait de vérifier qu'il y avait une diffusion en fait de la synthèse des travaux et des actions qui étaient mises en œuvre et suivies auprès des professionnels sur le terrain. Donc, diapositive, voilà. Si on reprend l'idée de base qui est de voir ce que l'on fait des critères non acquis, entre guillemets, il s'agit pour principal objectif d'identifier les médicaments à risque et les situations à risque. En avril 2022, la mise à disposition d'une liste de médicaments à risque spécifiques au bloc était déjà un sujet qui était soulevé du fait du retour d'expérience de la certification de certains établissements. Il vous a été proposé en fait un retour d'expérience du CHU de Rennes et de la clinique du Cèdre. Donc reste à savoir si c'est suffisant à ce stade ou s'il faut aller plus loin. Sachant qu'en ce qui concerne les situations à risque, dès demain, vous aurez un appel à candidature qui sera lancé pour participer à un groupe de travail sur cette thématique. S'agissant maintenant de la formation des personnels. Donc, on voit que la sensibilisation des nouveaux arrivants est finalement peu formalisée sur la prise en charge médicamenteuse au bloc. Il y a beaucoup de compagnonnage de réaliser. Il y a des journées d'accueil sur le circuit du médicament, les généralités sur la iatrogénie, mais il n'y a pas de livret ou de journée spécialement dédiée pour les nouveaux arrivants pour le circuit du médicament spécifique au bloc opératoire. Ensuite, on note qu'il y a peu de sensibilisation des professionnels sur les médicaments à risque. Ça fait le lien avec ce que Mélanie vous disait préalablement. Pourtant, c'est un critère qui a été renforcé sur la nouvelle version du manuel. Et également peu de sensibilisation des professionnels sur les interruptions de tâches lors de la préparation des médicaments. Donc, ce qui est proposé comme action, plutôt au niveau local, de proposer d'organiser la formation des professionnels sur les médicaments à risque, sur vos risques spécifiques et vos mesures barrières. Au niveau interrégional, peut-être de proposer une sensibilisation, un accompagnement particulier sur les interruptions de tâches en lien avec les outils de la Haute Autorité de Santé.
Et au niveau de la discussion avec Société Savante HAS, c'est de disposer d'un support standardisé pour la formation des nouveaux arrivants sur l'organisation du circuit du médicament au bloc opératoire. Ensuite, sur tout ce qui est système d'information, on note qu'il y a une informatisation de la prescription jusqu'à l'administration qui n'est pas toujours effective sur certains secteurs, notamment sur tout ce qui concerne le pré et le pair opératoire. Qu'il y a un système d'échange entre la pharmacie et le bloc pour la gestion des commandes, des réceptions, qui n'est pas toujours informatisé et pas toujours géré via le dossier patient informatisé. Il y a beaucoup de mails, de réunions qui sont faites pour pallier à ce manque d'informatisation. Sur la slide suivante, concernant la mise en œuvre de la politique du management de la prise en charge médicamenteuse, on retrouve le critère 2 qui est lié au critère 21, où en fait, sur l'auto-évaluation, on note qu'il y a normalement une bonne gestion documentaire, une bonne connaissance et une accessibilité par les équipes, mais qui n'est pas toujours évaluée comme si finalement adapté et connu en fait des professionnels de terrain. Donc ce sera rebasculé aussi à comparer avec les résultats de l'auto-évaluation, de l'audit croisé, pardon. Sur tout ce qui concerne, il est noté par les auditeurs que parfois il y a un manque d'homogénéité sur les lettres de liaison de sortie, avec des disparités en fonction des types de chirurgie, chirurgie ambulatoire et chirurgie conventionnelle. Et enfin, concernant le bilan thérapeutique, qu'il soit dans la lettre de liaison ou dans les documents de transfert entre services, on voit que les modifications, ajustements de traitement sont parfois peu retrouvés sur certains services. Donc, en bilan, sur les actions proposées, on note plutôt en action locale de structurer le volet médicamenteux de la lettre de liaison à la sortie, toujours sur les bases et recommandations de la Haute Autorité de Santé, que chaque établissement trace sur un même document l'ensemble des médicaments qui sont pris par le patient avant son hospitalisation et à prendre après son hospitalisation, les sorties, les transferts. Ces critères sont à mettre en lien avec la réalisation de la conciliation médicamenteuse qui est recommandée pour la rédaction du bilan médicamenteux et la remise d'une lettre de liaison à la sortie du patient. Alors, slide suivante. On voit que la conciliation est peu développée sur le secteur de la chirurgie, que peu d'établissements ont identifié des profils de patients qui nécessiteraient ces conciliations, et que la transmission à la pharmacie... Et que la transmission à la pharmacie des prescriptions préétablies en consultation préopératoire est jugée souvent non applicable par les équipes. Donc ce critère sera sûrement à réévaluer. Donc, si on passe au bilan de cette partie, on voit comme plan d'action local qu'il est nécessaire encore d'identifier les situations les plus à risque au sein des services et d'organiser la conciliation des traitements médicamenteux pour ces situations. Au niveau du plan d'action régional ou interrégional, donc vous savez que les OMEDIC proposent des formations sur la conciliation des traitements médicamenteux. Il y a même Bretagne qui propose la mise à disposition d'un module d'e-learning si vous le souhaitez. Et puis, ça rejoint ce que Mélanie vous présentait tout à l'heure, c'est la mise en place d'un groupe de travail sur les situations à risque avec un appel à candidature. Mélanie, je te repasse la parole. Oui. Merci. Alors, en fait, en ce qui concerne la grille d'évaluation croisée, donc il s'agit en fait de voir sur le terrain un peu comment sont mises en application les organisations qui ont été définies. Pour la sécurisation de la prise en charge du patient opéré au bloc opératoire, on a adopté une vision processus en reprenant toutes les étapes du parcours d'un patient. Si on commence par la consultation en pré-anesthésie et en préopératoire, en fait, c'est un critère là encore de la Haute Autorité de Santé, qui est un critère impératif et qui est relatif à l'antibioprophylaxie. On s'aperçoit que les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie qui sont liées aux actes invasifs, mais que les protocoles, s'ils sont indiqués, n'induisent pas forcément une prescription au moment en fait de la consultation en pré-anesthésie ou en préopératoire et qu'il n'y a pas forcément de traçabilité de l'administration.
Or, la Haute Autorité de Santé insiste aujourd'hui sur le fait qu'en dehors du protocole, il doit y avoir donc un protocole adapté à la chirurgie, à l'acte interventionnel, mais surtout une prescription associée. Pour le critère numéro 5, dans tous les documents explicatifs sur la prise en charge médicamenteuse ont été remis aux patients en amont de son hospitalisation. La plupart du temps, les informations qui sont transmises sont des informations orales non formalisées, donc elles nécessitent en fait d'être tracées aujourd'hui. Donc, ce que l'on vous propose, par contre, si l'on tient compte des commentaires, c'est peut-être d'essayer de discuter avec la Haute Autorité de Santé et de voir dans quelle mesure la gestion du traitement personnel doit être abordée dans le cadre d'une chirurgie en ambulatoire, et donc de préciser quelles sont les attentes. Et au niveau local, là, par contre, on laisse à votre main tout ce qui est l'antibioprophylaxie, donc le fait d'avoir une prescription d'antibioprophylaxie qui soit tracée dans le dossier du patient, et la formalisation du bilan thérapeutique, ça c'est ce qui est déjà ressorti en fait de l'analyse de la partie auto-évaluation. Pour ce qui concerne la visite de pré-anesthésie, bah là, il n'y a pas de sujet. Diapositive suivante sur les prescriptions. Alors en fait, on note que globalement, les résultats sont bons. Par contre, quand on regarde le critère numéro 17, plus précisément les commentaires, comment êtes-vous informé des ruptures, des substitutions ou des remplacements de traitement par la pharmacie, on se rend compte que les équipes sont souvent informées, mais souvent soit par téléphone, soit à l'oral, soit par un mail, mais qui n'est pas descriptif en fait des changements en ce qui concerne les modalités de présentation ou les modalités d'utilisation. Donc en fait, ce qui pêche, c'est pas forcément l'information sur la rupture ou la pénurie, mais c'est plutôt tout ce qui permettrait de gérer les risques associés au changement de référence. Donc là, il s'agirait pour le plan d'action local, en fait, de bien noter que l'idée, c'est pas tant que l'information soit transmise, mais bien de gérer les risques associés à la prise en charge médicamenteuse et notamment au changement de référence en cas de rupture ou de changement de marché. Et donc les confusions possibles en lien avec le stockage. Souvent, on a l'habitude de mettre les produits qui viennent remplacer le produit de référence directement dans le casier du produit de référence. Or, il peut y avoir des confusions au niveau du nom, du dosage, de la présentation, de l'emballage ou des modalités d'utilisation. Donc, il faut accompagner en fait toutes ces ruptures. Pour ce qui est en lien avec l'installation du patient en salle, pareil, il n'y a pas de sujet. Par contre, pour ce qui est de la préparation des médicaments en bloc opératoire, là, ça commence à devenir plus compliqué. Si on essaye de mettre en place l'ensemble des référentiels qu'on a utilisés, c'est-à-dire les préconisations de l'ASPAR et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on se rend compte notamment pour le critère numéro 20, sur la préparation des médicaments injectables, que le Séclin Ouest avait souhaité indiquer qu'un délai de 30 minutes entre la préparation du médicament et l'administration pouvait être toléré pour tenir compte des organisations des unités de soins. Or, le résultat, c'est que la plupart du temps, c'est ce que vous nous dites. Oui, on prépare les médicaments, mais 30 minutes bien largement avant pour tout ce qui sont les plateaux de césarienne, le diprivant en endoscopie, les anesthésiques. Donc la question, c'est surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une liste des médicaments qui veulent être préparés à l'avance? Est-ce qu'il y a une liste existante, que ce soit de la SPAR ou du MAPAR, qui pourrait servir de référentiel, outre ces préconisations du Séclin Sud-Ouest, qui ne sont pas spécifiques du bloc opératoire, mais qui sont plus en lien avec la préparation des médicaments dans la globalité du circuit. Pour le critère 22, avez-vous un protocole thérapeutique standardisé? Alors là, on a eu beaucoup de commentaires sur le fait que ça fait partie de la formation de base. Donc, standardiser les protocoles thérapeutiques, c'est pas forcément un attendu. Donc, l'idée, ce serait peut-être de revoir avec l'ASPAR ou la SFPC, de préciser les attentes sur ce critère ou peut-être de cibler en fait certains protocoles, la pédiatrie, l'antibioprophylaxie, voir exactement quelles sont les attentes. Pour le critère 24 sur l'administration des médicaments à risque, c'est la Haute Autorité de Santé qui exige une double lecture, cette fois-ci avec une double vérification. Mais comme les médicaments à risque sont un sujet de toute façon pour l'identification et pour le repérage, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir traiter en même temps. Pour le critère 25, le service a défini une procédure de préparation des plateaux communes. Pareil, ça a suscité énormément de questions. Là, c'est une préconisation de l'ASPAR, donc on propose d'étayer en fait les commentaires et de voir dans quelle mesure c'est applicable ou non applicable pour pouvoir discuter avec les sociétés savantes. Et puis, pareil aussi, un autre sujet qui a fait beaucoup discuter, c'est le fait d'avoir des bouchons qui permettaient d'obturer les préparations. Donc pour le plan d'action, là, il va y avoir plusieurs choses à remonter au niveau des discussions. Je suis désolée, j'ai un bug sur mon PC. Hop.
On a retenu principalement des remontées d'informations à faire, donc voir s'il est possible d'établir une liste de médicaments qui peuvent être préparés à l'avance, qui seraient des exceptions par rapport aux préconisations du CECLIN, avec l'ASFAR, le MAPAR, voir qui peut se positionner. Étayer la difficulté à mettre en place la double vérification sur l'administration des médicaments à risque, les protocoles thérapeutiques standardisés, donc de préparation, de dilution, de mode d'administration, de préparation des plateaux, le fait d'avoir une seule ampoule d'une spécialité ou d'un médicament qui sert à préparer une seule et même préparation pour un seul patient, et les seringues qui nécessitent d'être préparées à l'avance, obturées par un bouchon étanche et rangées sur des plateaux selon un plan prédéfini. Je te laisse la main. Donc, concernant maintenant l'étiquetage des préparations, donc on voit que l'identification des flacons et des poches qui ne présentent pas toujours l'étiquette de préparation ou ne sont pas toujours standardisées conformes à la norme ISO. Autre point remarquable, c'est concernant les voies d'administration qui ne sont pas toujours identifiées par des étiquettes, sauf des voies particulières comme la voie péridurale, en particulier sur la chirurgie ambulatoire où les équipes nous disent qu'ils n'utilisent que la voie IV, donc ils ne voient pas du tout l'intérêt de cette recommandation et donc ils considèrent ce critère comme non applicable. Et puis concernant les étiquettes sur les seringues, elles sont très peu retrouvées sur la seringue de propofol qui, pour les équipes, se reconnaît sans étiquette par sa couleur. Donc, dans les propositions de plan d'action, ce serait surtout des discussions avec Société Savante HAS, avec quid de la chirurgie ambulatoire pour l'identification des voies d'administration avec une étiquette de couleur avec bordure spécifique pour quand on n'utilise que la voie IV. Et puis sur le propofol, sur l'identification des seringues, finalement, est-ce que c'est une recommandation à maintenir? Slide suivante, sur l'administration des médicaments. On retrouve toujours la problématique de la double lecture qui est recommandée pour la préparation des médicaments à risque avant injection et qui est source d'interruption de tâches pour les équipes, donc qui ne serait pas une recommandation forcément à maintenir. Et puis ensuite, sur quid de la traçabilité des non-administrations, puisque au bloc, s'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de prescription, donc critère qui pour eux n'est pas applicable. Donc, si on passe au plan d'action, ce serait plutôt encore des discussions avec Société Savante et HAS. Est-ce qu'on peut pratiquer si possible la double lecture à voix haute avant injection pour les médicaments à risque? Est-ce que c'est un sujet ou pas au niveau de ce secteur? Ensuite, sur l'antibioprophylaxie. Donc, on voit qu'il n'y a pas toujours de mise à jour de la gestion documentaire. Souvent, on a des protocoles d'antibioprophylaxie qui sont bien protocolisés au niveau du LAP, mais par contre, qui ne sont pas forcément mis à jour au niveau de la GED. On a quand même des temps entre l'antibioprophylaxie et l'incision. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont dit que parfois le temps n'était pas respecté. Et sur, pareil, ce temps qui n'était pas toujours respecté sur les séquences d'injection. Ensuite, concernant tout ce qui est la prescription du traitement, l'évaluation de la douleur, c'était très bien maîtrisé. Analgésique et échelle, c'était pareil. La traçabilité. Il y avait juste un point sur la prescription privilégie-t-elle le recours à l'administration par voie orale. Ce critère a été considéré comme peu applicable au niveau du bloc. Monitorage de colorisation, c'était bon. Ensuite, gros sujet sur tout ce qui est la liste des médicaments à risque. Est-ce que vous pouvez couper votre... Non, excuse-moi Mélanie, je vais juste couper un petit micro. Je ne savais pas lequel il en reste. Ouais, j'avais peur de couper le tien, donc c'est pour ça que ça n'a pas été coupé. C'est bien passé. Ça se termine bien. Il y a quelqu'un qui parle. Si vous pouvez couper votre micro, parce qu'on n'arrive pas à vous retrouver. Merci. À toi, Céline. On a perdu Céline. C'est moi qui t'avais coupé. C'est cool. Alors, donc, on retrouve la problématique de la connaissance des médicaments à risque qui reste un sujet pour les équipes. Et puis tout ce qui est, parce qu'ils sont finalement la liste elle est peu connue des professionnels rencontrés, ni leurs règles spécifiques de stockage. Sur les casiers de stockage, parfois on a retrouvé des dosages différents, rangés ensemble, des spécialités dans les mêmes
stock. Finalement, il y a peu de repérage des médicaments à risque dans les stocks, des étiquettes et des logos spécifiques peu retrouvés. On a peu de documents qui précisent les principes de rangement, en fait, et puis c'est peu harmonisé finalement d'un secteur à un autre, et des modalités de rangement qui sont différentes d'un chariot à un autre. Ce qui est très bien maîtrisé, ça concerne les curares. Par contre, il y a une multitude de formes de risques de confusion en fait, qui ont été identifiés par les équipes et qui sont finalement peu signalés comme presque erreur. Donc, si on passe au plan d'action, on a noté au niveau local, continuer de décrire le principe de rangement des médicaments, d'établir un stockage qui permet finalement facilement le repérage des médicaments à risque. Et puis en région, on a rappelé en fait la mise à disposition du tableau sur les délais, l'outil Normandie sur les délais de conservation des médicaments thermosensibles et continuer à sensibiliser les équipes avec. Et puis, je vois qu'il y a Il n'y avait rien d'autre, c'est quoi? Non, ça c'est une coquille, ça, sur la liste des médicaments préparés à l'avance. Ok, donc pour finir, on l'a vu, le bilan de sortie ou de transfert, donc tout ce qui est formalisation en fait des traitements du patient. C'est un sujet à traiter. Pour ce qui est de la sensibilisation des professionnels aux effets, à la déclaration des effets indésirables, en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau institutionnel, donc au niveau de l'établissement, il y a une organisation qui est mise en place pour permettre aux établissements de déclarer les événements indésirables, mais il n'y a pas forcément de sensibilisation au bloc. C'est-à-dire que l'organisation est là, les documents sont prêts, mais il n'y a pas de sensibilisation véritablement. Donc, par contre, quand on insiste sur les événements porteurs de risques, comme par exemple la possibilité de risque de confusion entre deux spécialités, parce qu'il y a eu un changement de marché qui pourrait être notifié ou déclaré ou remonter à la PUI pour une modification éventuelle, bah, ça existe. Donc les gens sont au courant, ils en parlent entre eux, mais ils ne le déclarent pas forcément, ça pourrait en faire partie. Pour ce qui est de l'utilisation des médicaments apportés par le patient et de la gestion du traitement personnel, on l'a vu auparavant, notamment en chirurgie ambulatoire, la plupart du temps, le traitement n'est pas traité. En fait, le patient est jugé autonome avec son traitement personnel. Donc, le traitement en soi n'est pas une question. Il y a un bilan thérapeutique qui est fait. On lui donne des préconisations sur ce qu'il faut arrêter ou pas. Mais pour ce qui est de la continuité de la prise en charge, il n'y a pas de lien avec la pharmacie, si ce n'est pour les médicaments particuliers, comme les médicaments qui sont avec un risque d'hémorragie pour l'hémophilie ou autre. Donc, pour ce qui est du plan d'action, la mise en œuvre du management de la prise en charge médicamenteuse. Donc, l'idée, ça serait de revoir avec la Haute Autorité de Santé comment on peut décliner le projet PAM pour les chirurgies, notamment quand les patients sont pris en charge plus de 12 heures. Revoir un petit peu la notion… Le programme PAM, Ouais. c'est le patient en auto-administration. C'est une modification réglementaire qui permet aux patients d'être en auto-administration. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est réglementé avec l'arrêté du 10 octobre 2022. Qui vient modifier l'arrêté du 6 avril et donc on accepte, si c'est formalisé et que c'est prévu, que le patient auto-administre ses traitements sous réserve d'un accord médical et que ce soit accompagné par l'équipe de soins et qu'il enregistre son acte. Donc l'idée, ça serait de voir comment on peut le décliner en chirurgie et est-ce que ça concerne la chirurgie ambulatoire? À mon avis, oui, dès lors que la chirurgie est supérieure à 12 heures. Et au niveau du plan d'action local, de refaire une sensibilisation des professionnels sur les modalités de déclaration des effets indésirables en incluant en fait les événements porteurs de risques, qui sont connus mais pas forcément traités. Pour ce qui est de l'entretien du patient, donc on a eu une bonne participation des patients qui se sont prêtés au jeu. C'est la diapositive suivante, merci. Globalement, les patients sont bien investis et impliqués dans leur prise en charge. Par contre, on le voit sur la diapositive suivante, ce qui pêche, que ce soit au niveau de la grille d'évaluation croisée, de l'auto-évaluation ou de l'entretien patient, c'est toujours la traçabilité et la formalisation des informations qui lui sont données sur son traitement, que ce soit en amont ou après sa chirurgie. Et puis sur aussi les modalités de signalement des effets indésirables sur les traitements médicamenteux. Voilà, merci pour ces premiers résultats. On va essayer de voir un deuxième temps avec vous sur le plan d'action. D'abord, un premier échange sur ces premiers retours. Donc, on a essayé de regrouper finalement ce qui était du domaine de l'établissement de manière assez simple, parce qu'on pense que ce sont des objectifs atteignables, que ce soit sur l'identification des médicaments à risque avec les équipes, l'accueil des nouveaux arrivants, la déclaration, la gestion des événements indésirables.
toutes les problématiques d'interruption de tâches, on le voit, même si on fera une campagne régionale en complément pour les blocs opératoires. La traçabilité du bilan thérapeutique, les ajustements de traitement, tout cela, bon, c'est souvent problématique, effectivement. Le stockage, je pense que c'est un objectif atteignable et on voyait qu'il y avait beaucoup de rouge sur le stockage. C'est quand même dommage, je pense, d'avoir des difficultés sur un domaine qui devrait pouvoir être plus sécurisé. Les problématiques d'antibioprophylaxie et puis les ruptures et les changements de référence sur lesquels, au-delà de l'information, il doit y avoir en tout cas une communication sur les modalités d'utilisation, comme le précisait Mélanie. Alors, ce qu'on vous propose en région, ce qui peut être mutualisé, c'est un travail sur les médicaments et les situations à risque. Donc, on vous a parlé d'appel à candidature très prochainement. Une campagne interruption de tâches qui serait dédiée au bloc opératoire. Tout le travail sur la conciliation des traitements médicamenteux qui est souvent qui commence à être organisé, mais qui n'est pas systématique, en tout cas, surtout pour les patients à risque. Et puis, un niveau d'atteinte possible sur les médicaments thermosensibles avec effectivement des recos, enfin, des documents écrits proposés par l'Omédit Normandie. Alors, on s'est autorisé, je ne sais pas si c'est bien, à se dire que des fois, il y a des recos qui sont difficilement atteignables et qu'il y a lieu de les remonter. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes, mais c'est juste d'informer que sur le terrain, il y a une distorsion entre ce qui serait à faire et ce qui est réalisé. Et quand c'est retrouvé dans pas mal d'établissements et que ça paraît pas toujours juste en termes de pratique, on s'est dit que c'était peut-être bien de remonter vers les professionnels qui avaient rédigé ces recos, en particulier la SFAR et la SFPC. La HAS, on en a déjà parlé avec eux sur d'autres préconisations. Ils veulent que ça soit étayé sur des retours d'expérience. Donc, on se propose si vous en êtes d'accord, hein, sur ces différentes thématiques, d'informer les sociétés savantes des difficultés que l'on a rencontrées. On a parlé des nouveaux arrivants, la gestion du traitement habituel du patient, en particulier en chirurgie, on voit bien que c'est compliqué, c'est difficile. La déclinaison du projet PAM en chirurgie, en tout cas pour la chirurgie ambulatoire, ça c'est quand même déjà quelque chose qui a été reconnu dans le guide, dans le référentiel HAS, puisqu'il faut quand même que le patient fasse l'objet d'une évaluation a priori, pas toujours simple. Il y a un établissement en Bretagne qui fait du PAM maintenant en chirurgie septique et en chirurgie gériatrique, pour information. L'administration des médicaments à risque avec la vérification à haute voix, source peut-être d'interruption de tâches. Il y a certainement une vérification à faire, mais dans quelle modalité adaptée au bloc opératoire? Les protocoles standardisés des préparations, est-ce qu'il y a finalement une édition qui pourrait être proposée par la SFAR sur des modalités de préparation standard? L'étiquetage des seringues, on se disait que c'était une bonne idée aussi, plutôt positif, hein, cette idée d'étiquetage. Par contre, dans la mise en œuvre, il y a des éléments un peu complexes, hein. On l'a vu sur les médicaments où on doit spécifier la voie, alors que tous les médicaments sont pratiquement tous utilisés par voie IV. Donc, est-ce qu'il ne faut pas uniquement étiqueter ceux qui seraient autres que la voie IV? Les bouchons étanches, je ne sais pas si c'est bien de leur monter, mais pour autant, c'était compliqué partout. Donc, il faut aussi signaler, je pense, aux rédacteurs que c'est complexe. Pour autant, mettre un bouchon paraissait quelque chose d'atteignable. Et puis, toute cette liste des médicaments qui peuvent être préparés ou pas à l'avance, je pense qu'il faut aussi qu'on ait des directives ou des préconisations qui soient plus nationales et que ce ne soient pas forcément des décisions qui se décident à l'échelon local. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions sur ces premiers retours. N'hésitez pas à prendre la parole, cette fois-ci en ouvrant votre micro. On n'a pas beaucoup. Il y a Rémi peut-être. Alignement des planètes en cours de lancement. Bon, est-ce que Rémi, tu veux prendre la parole? Oui, parce qu'en fait, on avait sorti effectivement les recommandations SFAR et CPC en 2016 et en 2020. Et là, on va les faire évoluer avec une méthodologie plus stricte. Maintenant, la SFAR lance des recommandations des pratiques professionnelles. Donc, c'est un niveau plus structuré avec vraiment un niveau de preuve. Et là, du coup, tout ce que vous avez démontré au niveau de l'audit va nous aider, bien sûr, à orienter. On en tiendra compte pour une publication a priori prévue en début 2024.
D'accord, très bien. Donc, on peut alimenter vos réflexions Au avec contraire, allez-y. notre échantillon de 30 établissements, mais bon, c'est récent et puis je pense que c'était vraiment le reflet des pratiques, hein, qui étaient observées. Est-ce qu'il y avait d'autres professionnels qui voulaient intervenir sur les propositions que l'on a effectuées? Est-ce que ça te convient? Ah, je vois une main qui se lève. Alors, Lucie Livet, allez-y, hein, prenez la parole. Je ne sais pas si vous pouvez de nouveau ouvrir votre micro. On ne vous entend pas. Est-ce qu'on a la main pour, Non, on ne non, peut moi pas j'ai l'activer. On ne peut pas l'activer. Est-ce qu'il y avait d'autres ou peut-être personnes? en prenant la main dans les conversations, en commentaire? Il y a le centre hospitalier de Dieppe qui fait une remarque aussi sur les seringues pré-remplies d'adrénaline et de noradrénaline sont également disponibles au flux aguettant. Oui, tout à fait. C'est une bonne idée, certainement de privilégier l'utilisation des médicaments prêts à l'emploi. C'est sans aucun doute un outil de sécurisation à mettre en valeur, et dans le cadre, de la sécurité. Après, il faut aussi, une vision négociée du prix des fois, mais c'est certainement un objectif à atteindre. Est-ce qu'on avait d'autres remarques? Oui, Paul. Alors, Il y a Est-ce que tu peux plusieurs réactiver ton personnes. micro, Paul? Ouais. Est-ce que vous alors on a m'entendez? oui? Oui, très bien. J'avais juste une petite remarque, c'était par rapport ça doit être de diapo 33 ou 34 sur quid du propofol. C'est une question qui revient assez souvent, mais qui est également source d'énormément d'erreurs du fait qu'il y ait plusieurs dosages de propofol, du 10 et du 20, et également on a de l'étomidate qui est sous forme pareil lactescent, qui peut être à l'origine d'erreurs. Donc il y a beaucoup de professionnels disant qu'il n'y a pas besoin d'étiqueter le propofol, mais ça reste bien un impératif justement pour éviter les erreurs entre les différents dosages de propofol et également avec l'étomidate. Donc il y avait juste ce premier point, et également sur la vérification, l'administration des médicaments à risque. Un des gros problèmes qui se pose, même de la vérification à haute voix, ce qui serait intéressant de discuter, c'est avec qui on pose cette question-là, étant donné que généralement on a un médecin anesthésiste qui s'occupe de plusieurs salles, on a un infirmier anesthésiste qui est présent par salle, et ça entraîne une interruption de tâches au niveau du coup des IBOT, des chirurgiens, qui seraient les deux seules personnes qui pourraient être en face. Donc une bonne réflexion à faire là-dessus sur quelle est la personne ressource qui pourrait réaliser cette double vérification. Merci, ouais, c'est tout à fait dans le sens des observations que l'on avait écrites. C'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait peut-être une remontée à faire auprès de la SFAR et de la SFPC. Thomas Ney a levé la main également. Ce qui est bizarre, c'est que les gens n'arrivent pas à prendre la parole, j'ai l'impression. Si, c'est bon. Bonjour à tous. Merci Paul d'avoir relevé l'étomidate, parce que c'est pour ça que je voulais intervenir. L'étomidate, c'est exactement la même consistance d'un point de vue élément visuel que le propofol, donc bien faire attention à ça. Sinon, moi j'avais plus quelque chose qui nous avait interpellé lors de la restitution qu'on avait pu faire. Il faudrait éviter à l'avenir des critères donc sur l'espèce de radar que vous aviez fait, qui était très bien fait, mais des critères uniques en fait, qui font varier le taux de réussite de 100 à 0%. Ah oui, d'accord. Et ce qui fait que c'est très dur en plus pour des gens qui sont pas experts non plus et qui participent, et tout le monde est vraiment à l'initiative de ce truc-là entre auditeurs et audités, mais c'est difficile pour les auditeurs d'expliquer que sur la prise en charge médicamenteuse ou la gestion du traitement personnel, l'établissement est à 0%, parce que c'est des critères qui sont binaires et juste pouvoir un peu plus faciliter la tâche. Bon, après, la discussion permet d'atténuer un peu tout ça, mais d'éviter les branches à un critère. Voilà. Non, mais merci pour ces commentaires. On sent bien que c'était la première. Voilà, il fallait un début. Ah oui, On l'avait fait tester, mais on prend en compte cette observation. Et puis derrière, surtout l'audit croisé, ce qui nous semblait important, c'était les échanges interprofessionnels, même des fois plus que le résultat en lui-même. C'était pouvoir avoir un échange de pratiques, et j'espère que ça, au moins sur ce côté-là, on a déjà atteint l'objectif. Lucie Livet, ouais. Oui, elle a écrit quelque chose. Le micro ne fonctionne pas. Pour les médicaments stupéfiants, ils sont sortis du coffre le matin.
tracés et isolés dans chaque salle avec un IAD, qui comptabilise le matin et le soir, mais qui, dans la journée, entre deux patients, n'est pas en capacité de sécuriser cette petite boîte. Comment font les autres établissements? Je crois qu'il y a des sacs à dos, non pas des sacs à dos, des ceintures qui existent dans certains établissements pour porter les stupéfiants. C'est la seule expérience, mais peut-être que d'autres collègues peuvent partager. Des réponses, oui. Non, On n'a pas de retour, donc à part la ceinture sécurisée avec une petite poche, je connais pas grand-chose d'autre. On s'arrête là pour peut-être pour les questions. Un des programmes d'action que l'on a identifié, c'est également de voir dans quelle mesure on peut identifier des actions remarquables, c'est-à-dire votre passage dans les autres établissements montre que l'on boîte individuelle à code, dit Étienne. Merci Étienne. Oui, donc on se disait qu'il y avait des actions remarquables qui étaient certainement à valoriser et à partager. Donc on avait eu l'expérience de la clinique du Cèdre et du CHU de Rennes la dernière fois sur les médicaments à risque. Voilà, typiquement, vous avez fait ces audits croisés. S'il y a des actions que vous souhaiteriez mettre en valeur, c'est-à-dire qu'on essaie d'être dans une communication positive, ben on se propose là, dans le peu de temps qu'il nous reste, de les partager. Pour cela, on va vous mettre à disposition un WooClap, enfin, avec un lecteur de code à barre, vous allez vite comprendre. Donc, on va vous mettre à disposition une application. Il faudra, à partir de l'écran de cette application, sélectionner une catégorie de coordination entre professionnels, circuit des produits de santé, accompagnement des patients, et d'identifier en l'écrivant sur le deuxième onglet, d'écrire le message, c'est-à-dire l'action que vous avez trouvée remarquable, s'il y en a une dans l'établissement que vous avez audité. Voilà, et on se propose de faire un vote juste après pour cette identification. Alors pour cela, je passe la main à Mélanie, mais il faut scanner Il faut ce leur code. laisser le temps d'abord de se connecter, peut-être. Voilà, donc si vous avez votre téléphone portable, on ne vous a peut-être pas prévenu, mais l'idée, c'est de lire le code. Ah oui. Et de mettre le lien dans le chat pour que les gens puissent se connecter. Alors attends, je vais regarder. Je l'ai. Je vais le faire. Oui, ça sera peut-être plus facile avec un lien dans le chat. Hop là, voilà, j'ai mis le lien dans le chat pour que les gens puissent se connecter. Donc l'idée, c'est qu'on avait un bilan des points d'amélioration et des points positifs, mais qui sont souvent une conclusion de ce qui a été observé pendant l'audit. Là, c'est vraiment de voir ce que vous avez retenu de votre visite et de ce que vous seriez prêt à reproduire chez vous, mais que les collègues n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas fait partie du même binôme d'établissement pour les audits croisés. Alors, je ne sais pas si je vais prendre la main tout de suite. Oui, je vois qu'il y a déjà des gens qui me mettent des j'aime. Alors, je vais partager l'écran. Je reprends la main si tu veux bien. Oui. Je vais partager comme ça, fenêtre. Et est-ce que... Voilà, je partage mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. On est en cybervigilance, pas d'accès web. Ah, mince. Eh bien, n'hésitez pas à faire vos remarques à l'oral. Mallette sécurisée type mini caisse à monnaie pour le stockage des stupes en salle. OK. Je vois qu'il y a 7 participants qui sont connectés. On vous laisse aussi voter sur les propositions qui sont faites. Je sais pas combien de temps. Je vois, j'ai 8 participants. Ouais, je pense qu'on est combien? Je sais même pas combien on est. On se laisse encore 2-3 minutes. On est combien? 58. On est 58 et je vois que j'ai 8 personnes connectées. Je sais pas s'il y a des difficultés de connexion. J'ai pas de retour.
Je vois pas en écran ce qui se passe dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des soucis de connexion. Il y a 58 personnes connectées et 9 personnes actuellement qui sont sur WooClap. Qui ont pu aller sur WooClap. Ouais. Oui. Écoute, c'est déjà un essai. On a quand même pas mal de votes, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui écrit, mais il y en a beaucoup qui votent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup d'égalité dans les votes. Ça va être compliqué de différencier. Alors, ça va que les quelques propositions que j'avais mises en exemple, je sais de quel établissement ça provient. Par contre, pour celles qui ont été ajoutées, il faudra juste nous dire vers quel établissement il faut aller pour partager l'expérience. On se laisse encore 2 minutes. Oh, ça continue, donc... Est-ce que je mets un... Non, vous voyez le partage d'écran? Oui, oui, on voit très Oui, bien, Mélanie. d'accord, Ouais, ok. ouais. C'est peut-être pas le meilleur outil. Je vois qu'il y a 9 participants. Bah, c'est peut-être pas si facile. Il y a de salariés. Ok. On se laisse jusqu'à 16h20. Ok, encore une minute. Ouais, les gens continuent de se connecter en fait. Oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi. On peut le laisser ouvert. Oui, on peut le laisser ouvert et peut-être commencer à identifier ceux qui ont le plus de disposer d'un j'aime, ouais, disposer d'un logisticien bloc PUI qui va assez avec le PPH au sein du bloc, hein, ou enfin non, c'est peut-être pas la même, hein, logisticien et préparateur en pharmacie. Est-ce que tu vois quel était l'établissement qui avait un Alors, logisticien? disposer d'un logisticien, oui, je sais de qui ça vient. Oui. Par contre, On peut donner le nom peut-être ou enfin on les sollicitera. je sais pas. Est-ce que les établissements sont d'accord pour qu'on donne les noms? Parce qu'en fait, dès lors que... Dites-moi, sinon je veux bien. Hein. C'est quoi ça, Stéphane? Ou alors, il faudrait peut-être mettre le nom de l'établissement dans la proposition pour qu'on sache qui on va voir pour le partager l'expérience. Préparateur au sein du bloc médicaments et dispositifs médicaux, je ne sais pas, par exemple, l'établissement qui l'a cité, où est-ce qu'il l'a observé, en fait? Est-ce qu'on a un établissement qui serait prêt à partager son expérience sur la présence d'un préparateur à la pharmacie? Dieppe. C'est Dieppe? On Ok. peut solliciter Dieppe. Le logisticien, tu avais le nom d'établissement, on leur proposera, Oui, on leur demandera s'ils veulent bien. Gestion de l'armoire à pharmacie, hein, et préparateur au sein du bloc, on est dans les mêmes thématiques. Ce qui revient ensuite, c'est la mallette sécurisée type mini-caisse à monnaie pour le stockage des stupes en salle. Ça aussi, sur les stupes en salle, est-ce que vous avez... il y a Lisieux aussi, hein, il y avait Dieppe et Lisieux. Bon. Les stupes dans une mallette, est-ce qu'on a un nom d'établissement qui pourrait être... qui pourrait nous Sachant que dans partager? l'idée, on pensait faire le retour d'expérience vers le mois d'octobre. D'accord. Ce qui laisse un peu de temps pour le C'est préparer. à Alençon et au CHPB, Brest, nous dit Mathilde. Brest, c'est Mathilde, c'est Kérodrin ou c'est le CHU? Alors, remarque, le CHU ne doit pas être tellement présent aujourd'hui. Clinique du Terre aussi. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Pour le coup, c'est ce qu'on fait sur les cliniques. Ouais. Oui, je me doutais que Mathilde, c'était Kérodrin. C'est ça? Je ne dis pas de bêtises? Enfin, ok. Ça a coupé. C'est Kérodrin? Kérodrin, Grand Large Pasteur. Kérodrin, Grand Large Pasteur. Ok. Ok. Et Alençon, Clinique du Terre. Parfait. Alors, mettre à disposition un logiciel de musique et casque audio à part du réveil. Il me semble que c'est la Clinique du Terre. C'est pas eux qui l'ont cité, mais...
Mais ça vient de là-bas. D'accord, la musique, ok. C'est pour détendre pour les Et patients. qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah non, je suis désolé, il y a d'autres éléments. Transporter des produits thermosensibles dans des pochettes isothermes homologuées. Nidutaire. Ça aussi, Étienne, est-ce que tu as un micro? à Lisieux, ils ont des lecteurs MP3. Ah, Ok, on vous partagera les histoires de musique. Remonter le tiroir de la pharmacie rempli et prêt à ranger, c'est pareil, ça va avec la notion de logistique et de préparation par la PUI. Je ne sais pas si c'est la même chose. Et préparer c'est les chariots récent en fait, je vois des d'anesthésie. choses en face. Stockage respectant le code couleur normalisé. Planification du bloc informatisé au sein du bloc en temps réel. Vous pouvez vous exprimer à l'oral hein, Ah s'il y ouais, avait un n'hésitez point. pas, hein. N'hésitez pas, s'il y a un point que vous voulez valoriser. Gilles, Mélanie. Oui. Oui, bonjour, c'est Simon, maintenant hors région. Néanmoins, Oui. sur la problématique des, sur la problématique des thermosensibles en salle, il y a beaucoup de discussions là-dessus et on en voit passer pas mal sur le réseau Adif notamment, avec les 3 cureurs qui sont utilisés et avec l'arrivée notamment des seringues pré-remplies qui ont une stabilité qui est allongée. Je pense qu'effectivement, en rétex, ça peut être hyper intéressant de voir comment certains ont réussi à faire une qualif. Parce que sur des durées d'ouverture de salle qui sont assez larges, c'est pas si simple, hein, je pense. Pas si simple. Donc, c'est une question qui va être pleine et entière pour tous, avec 3 curars et des curars dont on sait que la question de stabilité est hautement liée à l'efficacité, voire à la tolérance. D'accord. Et Simon, est-ce que tu as une expérience, toi, d'établissement qui a organisé cela et qui pourrait faire un retour d'expérience? Alors, nous, on traite la question actuellement sur le CHU de Poitiers. Après, non, ça a été, enfin, j'ai vu passer plusieurs fois des questions par rapport à ça sur, je ne sais plus quel établissement. Mais tu sais, nous, Je on veux veut pas dire même de bêtises, bien, mais si tu as ton expérience au niveau du CHU de Poitiers, tu veux bien nous la partager, on serait très heureux de te retrouver ouais. dans le Grand Ouest. Ok, et ben, c'est gentil. J'en parlerai là parce qu'on est en cours de discussion sur la question des curars et c'est un sujet qui doit être remodifié d'ici cet été. Donc oui, on pourra en parler si besoin. J'en parlerai aux médecins et IAD. Mais en tout cas, de mémoire, je me demande si ce n'est pas à Redon que la question s'était posée. Mais enfin, il y avait eu en tout cas un fort point d'appel. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, oui, on pourrait venir échanger sur la question. Et merci Simon. Et puis sur la planification, je vois qu'on a un message de Clémence Medea sur la planification de blocs au centre François Baclès. Et donc, si on peut le mettre également dans la liste. Pour conclure, parce que je vois que le temps passe, on serait sur la problématique de la préparation des médicaments, enfin des armoires, avec tout l'aspect préparateur, logistique, avec Dieppe Lisieux, la planification avec François Baclès, sur la problématique des stupes avec Alençon, la clinique du Terre, et puis sur Brest, Kérodrin Grand Large. Pour les thématiques sur la musique avec la clinique du Terre et Lisieux, et sur les médicaments thermosensibles, l'utilisation des seringues pré-remplies et la problématique des curars avec le CHU de Poitiers qui, si c'est possible, nous ferait un retour. Donc, on se propose d'organiser cela, pas tout de suite, hein, de se donner un petit peu de temps, mais de vous faire un retour d'expérience des situations remarquables. Ça serait organisé en septembre ou octobre. On va voir le timing, mais on vous préviendra longtemps à l'avance pour favoriser vos disponibilités. Voilà. Et donc, pour les remonter vers les sociétés savantes, on prendra appui sur Rémi qui était là tout à l'heure pour faire une remontée SFPC SFAR, je pense, puisque vous aviez l'air d'être en accord avec ce que l'on proposait. Est-ce que mes collègues ont quelques commentaires à ajouter? Rien de mon côté. On va peut-être remercier les participants. Attends, les conclusions. Mélanie est toujours sur WooClap, donc on la laisse. Ouais, merci à tous. Hein, on garde tout sur WooClap. Merci à tous sur WooClap, ouais. pour votre participation. On va essayer de vous proposer la rediffusion de cette visio
On va voir si c'est, enfin, dans quelle mesure on la diffuse, parce que faut que ça reste un travail régional et en tout cas Intense. surtout Je vois. qu'on intensifie, enfin, et qu'on favorise l'anonymisation des données ou des commentaires. Voilà, et donc on vous proposait de commenter en quelques mots votre expérience sur l'audit Ouais. croisé. Donc vous avez la possibilité d'écrire un mot le caractérisant le mieux. On a 3 commentaires constructifs, intenses, sympas, donc ça a l'air d'être plutôt bien Plutôt comme retour bénéfique. d'expérience. Et un retour de Rémi qui nous dit focus erreur médicamenteuse, congrès Sofracims, tu as raison, simulation en juin à Nice. Donc rejoignez cette belle expérience de la Sofracims qui est en plus dans la belle ville de Nice si vous voulez avoir connaissance des outils de simulation en santé. D'ailleurs, Et on a est-ce que l'outil de simulation à destination des patients est disponible? Je sais même Je pas. sais pas, on verra. Voilà, Simublog 360 avec la diff. Et puis, il y a Van qui cherche un médecin anesthésiste et des IAD, donc qu'elle profite de cet échange pour passer des annonces. Merci à tous. On arrive à la fin de notre visio. On se retrouve, On a tenu les temps, hein. on a tenu les temps et on vous remercie encore pour cette participation. Et je crois que les mots qui s'affichent là sur vos claps montrent l'intérêt de ce travail. Merci Céline, merci Mélanie Merci également. beaucoup. À Oui. très bientôt. À très vite. Et puis, de toute façon, on Bonne revient journée. vite vers les gens.